dans cette session que l'on a nommée Qui a peur du grand méchant cloud? Donc un titre volontairement provocateur en fait. Et comme vous allez le voir, on veut essayer de faire une session sans concession, qui soit vraiment très très orientée sur une session de questions-réponses. Donc j'espère que je peux compter sur votre dynamisme sur le sujet. Alors, je m'appelle Jérôme Loridan, je suis chef de produit sur la messagerie chez Microsoft. Et pour cette session, donc, je vais être accompagné de Bernard Ourganlian, qui est notre directeur technique et sécurité chez Microsoft, et de Marc Mossé, qui est notre directeur des affaires juridiques et légales. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est de se faire un petit rappel rapide de ce que c'est que le cloud. Donc là, Bernard va nous expliquer un peu tout ça. Et l'idée c'est vraiment d'être extrêmement pédagogique et après de vous montrer quels sont un peu les retours d'expérience qu'on a chez Microsoft. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a certains de nos clients qui sont partis sur nos solutions cloud et qui se posent en général toujours un peu les mêmes questions. Et ces questions sont autour de deux domaines. Le premier domaine, c'est tout ce qui touche à ce qu'on appelle la data privacy, donc la protection des données. Et donc là, ça sera plutôt le rôle de Marc d'expliquer un petit peu le positionnement de Microsoft par rapport à tout ça. Et le deuxième type de question, le deuxième domaine, c'est vraiment autour de la sécurité dans les data centers, la sécurité des données. Et là, ce sera plutôt à Bernard d'expliquer tout ça. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par un petit rappel de ce que c'est que le cloud. Merci beaucoup Jérôme. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc effectivement donner quelques rappels brefs sur le cloud. J'espère que ça ne sera pas trop une répétition par rapport à ce que vous savez déjà. Donc, la façon dont on peut définir le cloud computing, c'est évidemment la capacité de délivrer des services à la demande. Je n'ai pas envie de faire une définition plus complexe que celle-là. Par contre, ce qu'il est important de noter, c'est que cette capacité, elle est accompagnée de 5 caractéristiques essentielles, de 3 modèles de déploiement et de 3 modèles de service. Et on va voir que ces modèles de déploiement et ces modèles de service ont évidemment un impact très important pour tous les sujets relatifs à la sécurité et au respect de la vie privée. Donc ces caractéristiques, vous les connaissez probablement tous maintenant, puisqu'elles ont été très largement rabâchées à la fois pendant ces Tech Days et probablement pendant au moins les 2 Tech Days qui ont précédé. C'est tout d'abord une capacité de self-service. L'idée, c'est que l'utilisateur, le service informatique, puisse lui-même approvisionner les services dont il a besoin. C'est bien sûr une capacité de mise en commun de ses ressources. Le modèle économique qui rend le cloud pertinent repose sur la capacité de partager en très grand volume un certain nombre de capacités de calcul, de stockage, capacité réseau, de data center, etc. Et donc, c'est à travers cette capacité que le modèle économique sous-jacent au cloud prend toute sa pertinence. C'est bien sûr l'élasticité, cette capacité d'augmenter de manière dynamique les ressources en fonction de ses besoins, mais aussi de pouvoir, si on en a besoin de moins, en consommer moins, et donc, si tout se passe bien, en payer également moins. C'est bien sûr la capacité de bénéficier d'un accès universel à travers le réseau. L'idée, c'est de faire en sorte qu'à travers l'ubiquité de la connectivité via Internet, il soit possible d'accéder à toutes les ressources, quelle que soit la zone de la planète sur laquelle on se trouve. Et enfin, la capacité de mesurer le service pour non seulement faire en sorte que vous soyez potentiellement facturé en fonction de ce que vous avez consommé, mais également faire en sorte qu'à travers cette mesure du service, on ait la possibilité, à travers une démarche de progrès continu, de faire en sorte que, ayant mesuré en permanence la façon dont on délivre notre service à nos clients, on ait la possibilité de, le cas échéant, améliorer la façon dont ce service est rendu. Donc je ne vais pas insister plus longuement sur ces caractéristiques qui ne sont pas fondamentales pour la discussion qui nous intéresse. Ce qui est à mon sens plus intéressant, c'est ces fameux modèles de services que l'on connaît classiquement sous les noms infrastructure as a service, plateforme as a service, software as a service. Ce qu'il est important par rapport à ces modèles de services, c'est que fondamentalement, le service rendu
ne va pas être le même. Si vous achetez une solution infrastructure as a service, en gros, si je résume, vous achetez l'eau, le gaz et l'électricité. Vous achetez un data center, l'accès à un data center qui va être alimenté en électricité, refroidi, opéré avec les meilleures pratiques, fourni avec un accès réseau, mais vous allez fondamentalement poser sur ce service votre propre infrastructure, vos propres machines virtuelles, que vous allez potentiellement pouvoir continuer d'opérer comme vous les opériez avant chez vous. Et donc, le client naturel de cette solution, c'est plutôt les services informatiques des entreprises. Dans le domaine Platform as a Service, on est plutôt dans une logique où on va délivrer des services de telle façon qu'on puisse aider les développeurs, les éditeurs de logiciels, les startups à créer ces services et à les faire passer à l'échelle. Et donc là, on est dans une logique qui, elle aussi, est une logique dans laquelle on a besoin de construire des choses. Infrastructure as a service, on a déjà construit son infrastructure et potentiellement on la déplace en direction du cloud. Platform as a service, on doit construire ces services, construire ces applications qui seront ensuite vendues à des utilisateurs, consommées en interne, mais dans tous les cas, il y a quelque chose à construire. Et donc, dans le dernier cas, qui est Software as a Service, là, en général, on achète un service clé en main. Le client, c'est l'utilisateur final. C'est par exemple une boîte aux lettres avec un quota, une taille de boîte aux lettres, et en tant qu'utilisateur, j'achète un produit final qui est ma boîte aux lettres, un niveau de service, une taille, pour simplifier. Dans ce cas-là, on a une logique dans laquelle le fournisseur de solutions, le cloud service provider comme on dit, va tout fournir. Il fournit un service clé en main. L'utilisateur peut être le client final. Et ça veut donc dire en fait que si on décline ce modèle, et on va y revenir dans un tout petit instant, les impacts en termes de sécurité et de respect de la vie privée ne sont pas les mêmes en fonction des modèles de services sous-jacents. Par ailleurs, et c'est la partie modèle de déploiement dont il s'agit ici, on se rend compte que le cloud s'inscrit dans un continuum. Vous avez la possibilité de créer un cloud privé chez vous, vous avez la possibilité de créer un cloud privé chez un hébergeur, vous avez la possibilité de recourir à un cloud public et de créer entre ces deux environnements qui sont aux extrêmes, cloud privé, cloud public, cloud hébergé, un continuum de solutions déployées sous la forme par exemple d'un cloud hybride qui dans la réalité va recourir à certains services dans un cloud public et recourir à un certain nombre de services dans votre propre cloud ou potentiellement un cloud que vous aurez fait héberger à un hébergeur. Et donc là, on est dans une logique de continuum et là aussi, bien sûr, entre cloud privé qui réside chez vous et cloud public qui réside chez nous ou chez d'autres, la question, bien sûr, de la sécurité et du respect de la vie privée ne se décline pas de la même façon. Pour en terminer, l'élément qui est très important sur lequel je vais un tout petit peu insister entre infrastructure, plateforme et software, c'est que vous voyez bien qu'en fonction des modèles de déploiement sous-jacents, vous allez donner entre les mains du fournisseur de services en cloud plus ou moins de responsabilité. Si vous êtes dans un environnement où tout est chez vous, votre propre cloud, évidemment, vous gérez tout, presque. La plupart du temps, vous utilisez un opérateur de réseau. Ce n'est pas vous qui êtes votre propre opérateur de réseau. Donc vous lui faites quelque part un peu confiance. Si vous êtes dans un environnement infrastructure as a service, vous allez demander aux fournisseurs de solutions en cloud de vous fournir en gros un système qui va permettre d'héberger ou d'exécuter des machines virtuelles. Donc en gros le hardware et le moniteur de machines virtuelles, l'accès réseau, le gaz et l'électricité comme je disais tout à l'heure, et c'est tout. Le reste est entre vos mains ou entre les mains de vos fournisseurs, opérateurs de services. Mais ce sont les vôtres. Dans un environnement plateforme as a service, on monte un tout petit peu parce que l'opérateur de plateforme fournit aussi le système d'exploitation. Chez Microsoft, ça s'appelle Windows Azure, qui en fait va permettre d'exécuter les services et de les développer.
Donc dans un environnement tel que celui-là, vous allez donner entre les mains du cloud service provider un peu plus de responsabilité. Vous allez donc de facto lui faire, aveuglément ou non, confiance. Et enfin, dans l'environnement software as a service, comme je le disais tout à l'heure, vous lui donnez tout pouvoir, sous réserve évidemment de l'obéissance à un certain nombre de clauses contractuelles qui ont été définies préalablement, sur votre environnement logiciel. Autrement dit, si vous faites confiance à votre opérateur dans le cloud pour vous fournir une boîte aux lettres, vous allez à un moment donné recevoir des mails et c'est cet opérateur de service qui va opérer le service de messagerie et donc gérer pratiquement de haut en bas la totalité de cette information. Donc ça c'est le point que je voulais mettre en préambule de telle façon qu'ensuite on puisse débattre de manière la plus productrice ou la plus productive possible et la plus fructueuse possible, de telle façon qu'en fait le sens des mots soit à peu près établi entre nous dans le débat qui va s'en suivre. Je vais donc passer la main à mon camarade de jeu, Marc, qui va nous parler, je crois qu'il y a une petite transition du genre on y va, on n'y va pas. Je ne sais pas pourquoi Barak, mais après tout, pourquoi pas. Et donc je vais passer la main à Marc, je ne sais pas si c'est là, oui c'est ça, parfait. Ok. Donc, yes, I can. Oui, je suis désolé. Oui, là, vous me voyez là, la caméra. Ah, pardon. Il ne faut pas que je me déplace. Est-ce que là, si je me mets là, bon, Jérôme, c'est bon? Parfait. Parfait. Merci Bernard pour ces éclaircissements. Et c'est toujours, en plus, pour moi, c'est toujours un plaisir parce que, comme je ne suis pas ce qu'on peut appeler un spécialiste ni un geek, à chaque fois, grâce à Bernard, ça me permet de mieux comprendre un certain nombre de ces sujets-là sur un plan technique. Et moi, je vais donc vous entretenir quelques minutes, j'ai une dizaine de minutes avant qu'on passe à la partie sécurité, puis qu'on ait ce temps de questions-réponses, de la dimension protection de la vie privée et des données personnelles, ou plutôt protection des données personnelles et de la vie privée. Les deux sujets n'étant pas tout à fait identiques. C'est un engagement qui date pour Microsoft. Alors, plusieurs dates peuvent être proposées. Il y en a une qu'on considère comme étant une date importante. C'est un email que Bill Gates avait adressé à l'ensemble de la compagnie en 2002, sauf erreur de ma part, qui était un email sur Trustworthy Company, l'informatique de confiance, et l'idée que la dimension de sécurité et de protection de la vie privée étaient des dimensions tout à fait essentielles pour que le déploiement des nouveaux services, des nouveaux usages puisse se faire en toute confiance. Pourquoi ? Parce que tout le monde en est conscient, et c'est ce que disait Bernard en implicite, mais très fort, au point que ça s'entendait, c'est que le déploiement du cloud, quel que soit le modèle technologique choisi, ou le modèle de service, ou le modèle de déploiement, ne se fera réellement que si la confiance est installée dans ces outils-là et dans ces usages permis par le cloud computing. Et donc, c'est un élément central qu'il convient d'aborder lorsque l'on est en train d'aborder la question du cloud computing, l'informatique en nuage. D'autant plus, et c'est le seul détour que je ferai à cet égard sur le plan, on va dire, économique, tout le monde mesure l'intérêt du cloud computing, mais je vous renvoie, si vous avez le temps, à la communication qui a été faite par Neelie Kroes pour le compte de la Commission européenne le 27 septembre 2012, donc ça date d'il y a peu de temps, où sont explicités les intérêts économiques du déploiement du cloud computing en se fondant sur un certain nombre d'études économiques, dont l'une de l'IDC, et qui montre l'intérêt que ça peut avoir en termes de croissance pour la zone euro, y compris en termes d'emploi, puisque l'étude IDC qui est utilisée dans ce rapport de la Commission montre qu'il y a, à l'horizon de 2020, jusqu'à 3 800 000 emplois qui peuvent être générés via le cloud computing, non pas simplement dans les emplois liés au data center qui seraient installés, mais à toute l'efficacité, y compris pour les PME, qui peut être générée grâce à ce modèle-là. Donc, tout le monde mesure à quel point c'est important et tout le monde mesure que le succès de ce cloud computing dépendra de la réponse qu'on apportera à la question des données personnelles, de la privacy et de la sécurité. Sur la privacy, l'engagement qu'on a pris et qui est, je crois, tout à fait essentiel, est un engagement qui peut reposer sur un maître mot qu'on peut décliner, c'est celui de la transparence. La transparence, c'est-à-dire que le client qui va avoir recours à un opérateur de cloud computing, selon l'un des modèles que Bernard a décrit, doit savoir les conditions dans lesquelles les données sont opérées et la finalité doit respecter celle que le client a confiée à son opérateur. Et c'est tout à fait essentiel.
cette question de la transparence, elle est clé. Alors, comment la rend-on concrète ? On aura un temps de questions-réponses, donc je pense que vous en aurez beaucoup à cet instant. Moi, je vais vous donner quelques pistes sur lesquelles nous, on s'est engagés et qui nous paraissent tout à fait importantes. Alors, évidemment, il y a une première qui est essentielle et évidente. Lorsque les données sont en Europe, en France ou en Europe, le droit qui s'applique, c'est le droit français si c'est la France, et l'Europe, c'est le droit européen, c'est celui de la directive de 1995, et bientôt, ça sera celui du règlement qui est en cours de discussion, et c'est donc un droit harmonisé. Il n'y a pas de complexité, de difficulté particulière à cet instant. Et le droit français et le droit européen sont équivalents du point de vue des garanties. Si les données, éventuellement, sont en situation de transfert vers un pays comme les États-Unis, ou d'autres, comme la Nouvelle-Zélande, qui me vient à l'esprit, il y a ce qu'on appelle des décisions d'équivalence, c'est-à-dire que la Commission européenne examine le droit applicable dans ces États-là et considère que dans ces États-là, il y a un niveau de garantie équivalent au niveau de garantie qui est apporté par le droit français et le droit européen. Les États-Unis sont l'un des premiers pays à avoir bénéficié de cette clause d'équivalence que tout le monde connaît sous le nom de Safe Harbor. Et je faisais référence au mail de Bill Gates de 2002. Microsoft a été la première entreprise de technologie de l'information à signer le Safe Harbor, donc à se placer sous cette ombrelle, apportant donc un niveau de garantie considéré comme équivalent. Et puis, Bernard le disait, le cloud computing, surtout s'il est sublimé dans sa dimension de cloud public, peut effectivement conduire à ce que des données puissent circuler de manière encore un peu plus large. Et la question qui doit être traitée, c'est quel est le niveau de garantie ? Si ce n'est pas la France, l'Europe ou les États-Unis, et qu'éventuellement elles sont opérées, ne serait-ce que pour traiter une question de sécurité pendant la nuit depuis un autre pays, quel est le niveau de garantie ? Comme tous les États du monde n'ont pas le même droit applicable à cet égard, eh bien, il y a un outil supplémentaire qui a été conçu par la Commission européenne dont le dernier état est de février 2010, qui est ce qu'on appelle, je suis désolé pour l'appellation un peu barbare, les clauses contractuelles type, les modèles clauses. Et ce sont des clauses qui sont donc insérées dans le contrat que vous passez avec votre prestataire et qui vous apportent un niveau de garantie équivalent, quelle que soit la manière ou l'endroit dont sont opérées les données, y compris dans la capacité d'audit qui est donnée au client, qui a donc un droit d'audit, qui est évidemment important pour vérifier que cette transparence n'est pas simplement faite de mots, mais qu'il y a des actes derrière. Et nous sommes là, c'est toujours l'engagement, je me réfère à ce mail de 2002, la première entreprise on va dire internationale à avoir intégré dans nos contrats les clauses contractuelles type, en y insérant y compris une clause d'audit avec un tiers indépendant qui est le BSI, le British Standard Institute, qui a un intérêt particulier puisque c'est l'institut qui est en situation de maintenance de la norme ISO 27001 dont Bernard vous parlera dans un instant certainement. Et nous sommes le premier groupe à l'avoir fait. On l'a fait y compris dans un dialogue avec les régulateurs pour bien être certain que la clause telle qu'elle était dans les contrats non seulement correspondait à la clause choisie par la Commission, mais en plus s'adapter véritablement au cloud computing, qu'on n'était pas dans l'infogérance classique, qu'on prenait en compte toutes les dimensions. Et donc, on a, de ce point de vue-là, fait un travail de longue haleine, dont on est très fier, et qui était un choix. Et ça sera le mot de la fin sur cette partie privacy, qui a été un choix, parce que c'est un coût de production, évidemment, de s'adapter et d'adapter son outil de cloud computing à ses préoccupations tout à fait essentielles, et qui est un choix que vous comprendrez aisément parce que c'est le choix qui dépend d'un modèle d'affaires que nous avons choisi. Et vous mesurez bien que dans le cloud computing, que ce soit d'ailleurs dans le grand public ou dans le monde de l'entreprise, il y a deux modèles qui, je ne dirais pas qui s'affrontent, mais qui sont en compétition. Il y a un modèle qui est fondé principalement sur la publicité et qui est un modèle, évidemment, qui prend la donnée personnelle comme un élément de monétisation et c'est son fuel, son carburant. Et il y a un modèle qui est né d'un rapport plus classique à l'informatique et qui a une expérience tirée du monde de l'entreprise et qui évidemment n'est pas fondamentalement ou essentiellement ou exclusivement fondé sur la monétisation des données personnelles. Et donc le rapport à la protection des données n'est pas le même selon les deux modèles et vous aurez compris, je le dessine en creux, que celui auquel nous nous référons et celui dans lequel nous fonctionnons est le second modèle, c'est-à-dire le modèle qui porte attention aux données personnelles, parce qu'encore une fois, et ce sera le mot de la fin de cette introduction, s'il n'y a pas de confiance créée dans le cloud computing,
il est illusoire d'imaginer qu'il se déploie complètement, et donc il est illusoire d'imaginer qu'il porte tous les effets bénéfiques économiques qui sont décrits dans le rapport de la Commission que j'indiquais il y a quelques instants. Et ça me paraît tout à fait essentiel. D'ailleurs, il n'est pas indifférent de regarder que la CNIL, le groupe de l'article 29, ont produit des avis sur cette dimension-là, parce que c'est clé, avec des outils qui vont encore se perfectionner. De la transparence pour les clients, on a un Trust Center qui donne de l'information sur la localisation des données, de la portabilité, de la réversibilité, tout un ensemble d'outils que finalement, encore une fois, le client doit pouvoir être certain de trouver chez son co-contractant, avec un dernier mot qui est souvent un mot que je fais dans des conférences avec des juristes, qui est qu'en tout état de cause, il faut garder à l'esprit que celui qui confie ces données, et c'est pour ça que la distinction entre les deux modèles est importante, est juridiquement le responsable du traitement. Ce n'est pas l'opérateur de cloud qui est le responsable, c'est celui qui confie les données. Et donc il est tout à fait essentiel que vous soyez attentif précisément à la présence ou non de clauses contractuelles type et de leur qualité dans le détail, ou du niveau de service, le service level agreement dont vous pouvez bénéficier. C'est tout à fait essentiel, sans jamais oublier vous-même, depuis votre point de vue, pas celui de Sirius, mais celui du propriétaire des données, de faire d'abord ce risk assessment, qui est de se dire quelles sont les données que je confie, quelles sont les données que je ne veux pas confier, quelles sont les données que je veux garder sur site, ou que je pense ne pas être suffisamment sensible pour les garder sur site. Toutes ces questions-là, vous devez aussi vous les poser, et donc éventuellement trouver des solutions mixtes, ou trouver des solutions absolument dédiées au cloud. Mais en tout état de cause, vous posez les bonnes questions, en n'hésitant jamais à avoir cette interaction avec le prestataire qui doit être en situation de vous apporter ces réponses concrètes parce qu'elles sont tout à fait clés dans le déploiement du cloud. Merci Marc. Je vais donc succéder à Marc sur les aspects sécurité qui ne sont pas, dans une très large mesure, différents des aspects liés au respect de la vie privée. Marc a beaucoup parlé de transparence et je vais commencer par là. Il est clair que pour que vous ayez confiance, pour qu'un quelconque client puisse avoir confiance dans une quelconque solution qui est confiée à un tiers, il faut que ce tiers inspire confiance. La vision qu'on a sur le sujet, c'est que qui dit confiance, dit à un moment donné asseoir cette confiance sur le niveau de transparence qui vous permet de vérifier que cette confiance est méritée. Donc asseoir cette confiance sur la transparence, ça veut dire notamment que nous nous imposions de manière volontariste l'adhésion à un certain nombre de normes et de standards. Donc Marc a fait allusion à ISO 27001, qui est effectivement une norme en matière de sécurité qui fait autorité. On a bien évidemment rajouté toute une série de points de contrôle liés au respect de la vie privée, qui ne sont pas aujourd'hui adressés en tant que tels par la norme ISO 27001. Pour autant, il nous paraît absolument essentiel que dans la façon dont, au-delà de l'obéissance volontaire à des normes, il soit possible de faire réaliser par des auditeurs, qui en l'occurrence sont des auditeurs tiers. Marc a fait allusion au BSI tout à l'heure, qui est donc l'équivalent de l'AFNOR en Angleterre, qui s'est vu effectivement confié par Microsoft la mission d'assurer que, non seulement par rapport à la norme ISO 27001, mais également les quelques 40 ou 45 points de contrôle, je ne me rappelle plus du nombre exact, qui sont relatifs au respect de la vie privée, il soit possible de vérifier à travers un audit, qui est un audit annuel permanent, puisqu'en fait, on n'a pas des certificats ou des certifications dans ce domaine qui sont renouvelés par tacite reconduction. On est dans une logique dans laquelle il est nécessaire de revérifier en permanence qu'on est effectivement conforme aux normes que l'on s'impose. Et bien sûr, par rapport à ces résultats d'audit ont fait en sorte que nos clients puissent en prendre connaissance. Donc l'idée, c'est d'asseoir cette transparence sur un triptyque qui est, d'une part, l'adhésion à des normes, la capacité d'audit par rapport à ces normes qui est réalisée par des tiers, et enfin, la capacité de fournir à nos clients les informations relatives à cet audit. On a parlé de sécurité. Il me paraît absolument essentiel de mentionner des travaux qui, à mon sens, aujourd'hui font autorité en matière de sécurité dans le cloud,
qui sont les travaux de la Cloud Security Alliance. La Cloud Security Alliance, aujourd'hui, est un organisme qui est bien établi au niveau mondial, dont font partie non seulement les fournisseurs, mais également les plus grands clients dans le domaine du cloud computing. Et la Cloud Security Alliance a travaillé sur tout un tas de sujets relatifs à la sécurité, et notamment sur ce qu'on appelle une matrice CCM, la Cloud Control Matrix, qui a été définie par la Cloud Security Alliance, qui permet de définir à un acheteur potentiel d'une solution dans le cloud quels sont l'ensemble des sujets dont il est nécessaire de se préoccuper quand il s'agit de parler de sécurité, de fiabilité, de disponibilité, de réversibilité, tous les sujets qui sont les sujets fondamentaux autour de la question du cloud. Et donc, ce qu'aujourd'hui on recommande à tous nos clients, c'est de se tourner vers ces travaux. Ces travaux sont totalement agnostiques en termes de fournisseurs. Ils ne privilégient pas le fournisseur A par rapport au fournisseur B. Il n'y a aucune mention technologique explicite. Ils permettent par contre de s'assurer qu'on a une liste de toutes les questions qu'il est nécessaire de poser à son fournisseur, par exemple, en tant que modèle d'appel d'offres. Et à partir de là, on a la possibilité, de manière extrêmement transparente, sur la base de cette matrice, de poser toutes les questions qui font du sens par rapport à ses besoins. Parce qu'en final, à mon sens, la discussion sur faut-il y aller ou ne faut-il pas y aller, c'est une question qui repose sur un point tout à fait fondamental qui est une analyse de risque. Vous allez, à un moment donné, prendre la décision de confier à un opérateur une partie plus ou moins importante de traitement de vos données, même si vous restez en finale, comme disait Marc, en charge de ce traitement. Il n'en reste pas moins vrai que, en fonction des sujets sur lesquels vous allez confier tout ou partie de ces informations ou de ces traitements à cet opérateur, vous allez devoir vous poser la question de savoir si le risque potentiel résiduel associé à ce transport depuis chez vous vers un fournisseur correspond à une capacité d'atténuer ces risques tels que les risques résiduels résultants soient acceptables pour vous. Si ce n'est pas le cas, évidemment, il ne faut pas aller dans le cloud. Si par contre, vous considérez par exemple que certaines données ne sont pas très sensibles, ou ce sont des données qui ne sont pas des données que vous auriez pu classifier comme des données hautement confidentielles dans votre environnement, rien ne vous empêche, dans une logique de cloud hybride par exemple, de confier des données qui sont, on va dire, de nature non hautement confidentielle à un opérateur de cloud public et à garder les données extrêmement sensibles chez vous. Donc, je parlais tout à l'heure de cet aspect de continuum. C'est un aspect extrêmement important parce que c'est lui qui va vous permettre de faire votre choix. Parce qu'en final, ce choix, c'est un choix qui vous incombe. Cette analyse de risque, c'est évident que nous, on ne peut pas la faire pour vous. Chaque société a ses risques. Chaque société va avoir des exigences réglementaires auxquelles il est nécessaire d'adhérer. Il est clair que si on travaille dans le secteur financier, par exemple, on va avoir à se soumettre à un certain nombre de règles, comme par exemple les règles de contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel, pour ne prendre que cet exemple-là, qui vont être différents d'un autre secteur financier, d'un autre secteur de marché, qui va avoir d'autres règles et d'autres contraintes réglementaires. S'il s'agit par exemple de manipuler des données de santé, la question sera évidemment complètement différente. Donc au global, vous avez des offres, vous avez une méthodologie d'analyse de risque, et vous avez la capacité, en suivant cette méthodologie, de regarder pas à pas si la solution qui vous est fournie correspond ou pas à vos besoins. Et à partir de là, vous rentrez dans une logique qui devient une logique qui repose sur la rationalité. Pas sur des on-dit ou des impressions, donc la subjectivité, mais sur quelque chose que vous pouvez asseoir, sur une analyse de risque qui a été menée, comme n'importe quel projet informatique dans lequel, à un moment donné, on a à se poser des questions assez structurantes sur l'évolution de son mode de fonctionnement. Vous avez à conduire une analyse de risque. Cette analyse de risque, vous pouvez la conduire vous-même.
On a un certain nombre de partenaires qui sont prêts à la conduire. On peut vous aider à la conduire de manière, encore une fois, extrêmement agnostique, puisque sur ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel vous devez prendre des décisions en toute connaissance de cause. Donc voilà ce que je pourrais dire sur la partie sécurité. On pourrait parler de réversibilité, on pourrait parler de continuité, etc. Je vous propose de laisser suffisamment de temps à vos questions, puisque finalement, on est là pour vous et pour tenter d'y répondre. Donc il ne reste plus qu'à attendre la première question. Sinon, Jérôme a préparé plein de questions casse-pieds, mais je pense que ça serait quand même mieux que ce soit vous qui posiez les questions casse-pieds. Alors allez-y, c'est le moment ou jamais. Donc on a des micros partout. Alors voilà, c'est parti. Par contre, alors on a 2 micros. Alors la règle, c'est quand même d'aller au micro, s'il vous plaît. Parce que sinon, on ne va pas être capable de retransmettre l'ensemble des questions et des réponses. On aura des réponses sans questions, ce qui serait dommage. C'est bon ? Oui, Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Vincent Capitaine, je suis consultant au sein d'un cabinet de conseil qui va être amené dans les mois qui viennent à vendre de nouveaux services que vous proposez, en particulier Project Online, qui s'intègre dans l'offre Office 365. Lors des premières actions d'avant-vente que j'ai pu réaliser, les entreprises qui nous sollicitent nous posent beaucoup de questions sur un point précis qui est le Patriot Act. Et j'ai eu de grandes difficultés à trouver d'informations, enfin j'ai du mal chercher d'informations sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces aspects-là, Patriot Act, et ce que ça induit, quels sont les... Voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait des groupes internationaux, je crois, par exemple British Aerospace, qui avaient fait marche arrière par rapport à une étude qu'ils avaient en cours sur Office 365. Voilà, si vous pouvez nous en dire plus sur le sujet, ce serait parfait. Alors, je vous posais la question, est-ce que j'en parle ou est-ce que je laisse venir une question sur le sujet? Je n'avais pas de doute qu'il y aurait une question, mais Jérôme l'avait préparée au cas où je ne l'aurais pas eu depuis la salle. Alors, je vais essayer de resituer les choses, là encore, comme Bernard l'a dit, de façon rationnelle. D'abord, en indiquant que le Patriot Act n'est pas né avec le cloud computing. On n'a pas eu le temps de faire ce détour-là, mais d'une certaine manière, sur un plan strictement juridique, le cloud computing et l'infogérance se décrivent de la même manière. À l'époque de l'infogérance, ou des belles années de l'infogérance, avant que le cloud computing ne soit sur le devant de la scène, le Patriot Act existait déjà. Et personne n'en parlait particulièrement, ou personne ne le mettait comme un élément bloquant. Donc, il faut ramener les choses à leur proportion. Il n'y a pas eu de nouveauté ou de novation du point de vue juridique. Alors, c'est quoi le Patriot Act? C'est un texte très particulier qui a une vocation que tout le monde, je crois, aura en mémoire, qui est de défendre le territoire américain s'agissant des risques d'attaques terroristes ou d'entreprises d'espionnage à vocation criminelle. C'est ça l'objet du Patriot Act. À partir de là, lorsqu'il y a une demande qui est effectuée par les autorités américaines compétentes d'accéder à de l'information, ça n'est pas d'accéder à l'ensemble des data centers de je ne sais quelle entreprise, c'est, de manière assez classique dans le droit criminel, d'accéder à des informations précises s'agissant d'un individu particulier pour la prévention d'une infraction de nature terroriste ou d'espionnage. Et c'est ça, et seulement ça, le Patriot Act. Il n'y a pas, et c'est en train de se dégonfler, on le voit, la littérature, et c'est avec plaisir que je pourrais vous donner des références, on le voit dans les revues juridiques maintenant, est assez fournie pour indiquer que le Patriot Act n'est pas l'acte qui a été décrit au début comme permettant d'accéder en tout temps, en tout lieu, à toutes les informations. C'est extrêmement cadré. Et là aussi, contrairement à ce qu'on a lu au début, ça ne se fait pas sans l'intervention du juge. Aux États-Unis, lorsqu'il y a une demande, le juge intervient, et il intervient effectivement de manière un peu particulière, parce que c'est dans une audience qui n'est pas publique. Alors ça a suscité quelques commentaires. Voilà. Même si le juge intervient, certains ont dit mais c'est pas public quand il intervient. Oui, pour une raison que tout le monde va comprendre assez aisément, c'est que considérant la nature des actes sur lesquels il y a une investigation, qui peuvent être des actes à vocation terroriste,
L'enjeu est de ne pas faire la publicité autour de l'investigation telle qu'elle est conduite pour qu'évidemment ceux qui seraient en train de fomenter je ne sais quelle ou quelle action ne soient pas avertis de l'investigation telle qu'elle est conduite. Donc évidemment, l'audience n'est pas publique. Et pour autant, je voudrais qu'on garde à l'esprit, et peut-être qu'on soit aussi, de ce point de vue-là, mesuré, c'est un juge, et s'il y a un pays où le pouvoir judiciaire est assez fort, c'est aux États-Unis. Et d'ailleurs, j'observe que dans la Constitution américaine, c'est un pouvoir judiciaire. On n'a pas encore de pouvoir en France du point de vue judiciaire. Ce n'est qu'une autorité. Aux États-Unis, c'est un pouvoir et qui est particulièrement indépendant. Et pour ceux qui connaissent le fonctionnement de la démocratie américaine, il est particulièrement puissant. Et donc, je crois qu'il faut aussi respecter le juge américain et de considérer qu'il fait son travail en fonction de ces standards qui sont des standards élevés, notamment de due process of law. Et donc ça, c'est un point important à considérer. J'ajoute un autre point qu'il faut garder à l'esprit. C'est que cette question, elle ne se limite pas au Patriot Act. Si vous prenez, alors, je ne vais pas dire toutes parce que je risquerais de me tromper, mais sans doute la quasi-totalité des grandes démocraties à travers le monde, elles sont dotées de textes équivalents. Elles sont dotées de textes équivalents pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que tous les grands États de droit de la planète ont, à un moment donné, pensé qu'il convenait de pouvoir se défendre contre ce type d'attaque, et ils ont des textes de même nature. Donc il n'y a pas une spécificité américaine qui serait liée au Patriot Act. Il y a un droit qui s'est déployé, chacun peut en penser ce qu'il veut, qui est un droit de protection des intérêts fondamentaux des nations et de leurs habitants par rapport à un certain nombre de menaces. J'ajoute, et Bernard saura à quoi je fais référence, que dans les discussions qu'on avait pu avoir avec un certain nombre d'autorités de différents pays, la remarque qui nous a été faite, c'est que, bien sûr, qu'il est légitime de s'interroger sur les garanties qui sont apportées dans ces textes-là, mais encore est-il préférable que les États aient des textes pour accéder aux données, que c'est au moins dans ce cadre-là qu'il y a des garanties, parce qu'il y a des États qui n'ont pas de loi de cette nature-là, mais qui accèdent aux données sans les garanties qui vont avec. Donc la remarque qui a été faite par des autorités plutôt de défense de sécurité nationale, c'était que c'était au final plutôt une sécurité. Dernier point sur ce sujet qui me paraît également important à garder à l'esprit. Tout à l'heure, j'évoquais les modèles clauses, les clauses contractuelles types, qui ont été décidées par la Commission européenne dans le cadre de la protection des données personnelles. Ces clauses contractuelles types, et je crois que c'est à l'article 5, ont un renvoi à cette hypothèse. À savoir que Patriot Act ou des lois de même nature dans d'autres États n'ont pas vocation à faire disparaître le droit de la protection des données personnelles. Le Patriot Act ne veut pas dire absence de protection de la privacy ou de la protection des données personnelles. Simplement, ça veut dire, comme on le voit dans tout le déploiement des droits fondamentaux, la conciliation entre deux objectifs, la protection des intérêts fondamentaux de la nation et la façon dont on peut accéder à des données. Et les clauses contractuelles types prévoient particulièrement cette conciliation entre ordre public et protection des données personnelles dans un but supérieur. C'est donc prévu par ce document-là parce que, y compris en souhaitant protéger les données personnelles, il est important de prendre cette dimension à l'esprit. Et enfin, sur la question de la territorialité pour le Patriot Act, une entreprise française qui aurait un établissement aux États-Unis serait également susceptible de se voir appliquer le Patriot Act. Donc, il ne suffit pas de dire nous on est en France et il n'y a pas de souci. S'ils ont un établissement aux États-Unis et des grandes entreprises, c'est souvent le cas, elles se verront appliquer, seront susceptibles de se voir appliquer le texte de la même manière. Donc, je crois, encore une fois, comme Bernard le disait très justement, ça fait partie des questions qui doivent être posées, et elles nous sont, à moi, à mes équipes ou à Bernard, souvent posées dans le cadre de la discussion contractuelle. La vérité, c'est que lorsqu'elle n'est pas posée, souvent nous-mêmes, nous la portons sur la table pour éviter que, à un moment donné, une interrogation, vous ne nous l'avez pas dit, ou que ça vienne en fin de conversation, on dit mais au fait, vous n'en avez pas parlé. On préfère, si la question ne nous est pas posée, qu'à un moment donné, on ait vraiment cette conversation complète et rationnelle, en apportant les réponses qui sont des réponses, encore une fois, qui se retrouvent dans le texte, d'ailleurs, du Patriot Act, qui est un texte public. Il n'y a pas de secret sur le texte. La procédure est décrite, y compris sur un point précis, qui sont les NFL, qui sont des lettres particulières, où il n'y a pas forcément d'accès immédiat au juge, mais qui ont à voir, non pas avec le contenu des données,
mais avec les données qu'on connaît plutôt en France sur les données des opérateurs téléphoniques, qui sont plutôt les données de connexion, mais qui ne sont pas le contenu des bases de données personnelles des clients. Donc, encore une fois, c'est une question qu'il convient de poser, qu'il est essentiel de poser pour que la transparence s'opère. Mais je pense qu'il est important aussi qu'on ramène les choses dans une approche tout à fait rationnelle et garder à l'esprit que les autorités de protection des données personnelles, y compris en Europe, avaient vu ce texte depuis longtemps, le savaient, ils sont attachés, s'interrogent dessus et cherchent l'équilibre permanent. J'ajouterai un dernier point à cet égard. Moi, depuis que je suis... ça fait 7 ans maintenant, je n'ai pas vu une hypothèse se réaliser, et j'allais dire par chance, parce que vu la nature du texte et les opérations qu'il tend à prévenir, c'est plutôt bon signe qu'il y ait moins de risques à cet égard. Et évidemment, je ne vois plus la personne, mais j'essaierai ou je changerai les cartes et je vais vous donner des éléments de littérature, parce que ça fleurit un petit peu justement la question montant. Beaucoup d'auteurs ont voulu apporter des réponses un peu précises sur ce sujet. Attendez. Je vais faire circuler le micro parce que sinon on ne va pas vous entendre, et comme c'est retransmis en plus. Oui, bonjour. On parle souvent du Patriot Act parce que on retient facilement son nom, mais il y a d'autres lois fédérales qui peuvent obliger des entreprises à donner toutes les datas qu'ils possèdent si c'est pour le biais des USA. C'est comme ça qu'elles sont rédigées, elles n'ont rien à voir avec le Patriot Act qui ne parle que des données personnelles. Moi, je parle par exemple à la protection des brevets, la protection de données techniques, on va dire, de circulation de biens et de marchandises. En fait, ce que récupérait Échelon autrefois. Alors, pour vous faire un aveu, que je fais très, très librement, la réalité, c'est que je ne sais pas de quel texte vous parlez. Je connais un certain nombre de textes, comme celui qu'on vient d'évoquer, appelé Patriot Act. Les textes dont vous me parlez, pour être très honnête, mais je veux bien confesser mon inculture à cet égard, je ne suis pas un spécialiste du droit américain, évidemment, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, et mon sentiment à cet instant, encore une fois, c'est que je ne crois pas qu'il existe de texte qui ait la teneur que vous décrivez, parce que je persiste à penser que les États-Unis sont un État de droit, et sont un État de droit dans lequel le pouvoir judiciaire reste particulièrement important. Et je pense qu'il faut aussi, à cet égard, qu'on veuille bien respecter le niveau de démocratie d'autres États et pas penser qu'ils interviennent comme ça tous les matins dans les entreprises. Je ne crois pas que ce soit la réalité. Et encore une fois, s'il y a un texte précis référencé et sourcé qui existe, et je veux bien croire qu'il m'a échappé, je serais très, très heureux que vous puissiez me le communiquer de façon à ce qu'éventuellement on en discute plus précisément. Mais là, je ne vois vraiment pas ce dont il s'agit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Excusez-moi de revenir sur le Patriot Act, mais juste pour clarifier un peu sur ce que vous avez dit. La Cour secrète, il n'y a pas d'avocat qui représente la partie défenderesse. La partie défenderesse n'est pas représentée et n'est pas informée. Est-ce que c'est correct ? Alors, ce n'est pas la partie défenderesse, parce que ce à quoi vous faites référence, à mon avis, c'est plutôt l'entreprise pour lequel on va accéder aux data, pas l'opérateur de cloud. Oui, bien sûr que c'est exact. Tout à fait. C'est exact pour la même raison que j'exposais. C'est pas, la Cour n'est pas... Et encore une fois, les termes sont importants. La Cour n'est pas secrète. C'est une juridiction classique, comme parfois en France, vous le savez, le Code de procédure pénale prévoit certaines audiences à huis clos lorsqu'il y a des raisons particulières qui le justifient. Dans ce cadre-là, c'est pas la Cour qui est secrète, c'est une juridiction classique. C'est l'audience qui n'est pas publique. C'est important, parce que quand on dit cour secrète, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux. Non, c'est l'audience qui n'est pas publique. Ensuite, effectivement, pour la raison évidente que j'exposais tout à l'heure, l'idée, c'est que dans le cadre d'une procédure où on veut
c'est ce que je comprends, d'un texte qui entend prévenir les actes de terrorisme, et on a des textes de même nature en France, en Belgique, en Espagne et partout, effectivement, il s'agit de ne pas révéler en amont de l'enquête ce sur quoi on pense qu'il y aurait un risque pour que, à partir de cette information qui circulerait, eh bien, le réseau qu'on veut démanteler, ou enfin, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, eh bien, s'évanouisse dans la nature. Donc oui, vous avez raison. C'est ce que j'exposais tout à l'heure sur le fait que cette procédure est singulière, et ça tout le monde en convient, mais elle est singulière avant le cloud computing d'ailleurs. Je vous remercie pour les corrections, je ne suis pas juriste, mais vous avez tout à fait raison sur le fait que ce n'était pas secret et qu'il n'y a pas réellement une partie défenderesse puisqu'il n'y a pas de procès dans ce cas. Je voulais simplement attirer sur un cas qui j'ai entendu parler, donc c'est peut-être une rumeur, mais il y a eu plusieurs cas où des personnes ont été sur le no-fly list, donc la possibilité de ne pas pouvoir prendre l'avion parce qu'ils avaient un nom qui était similaire. J'ai entendu parler d'un cas d'une société qui a été dérangée, on va dire, par l'administration américaine parce qu'un de ses clients avait un nom qui semblait similaire à celui de quelqu'un qui était sur les listes de terroristes. Est-ce que c'est un cas qui est possible ? Oui, enfin, j'imagine que c'est possible. Je ne suis pas certain que le cloud soit vraiment concerné par cette problématique parce que j'ai plein d'amis à qui il est arrivé à la douane de passer quelques temps avant de pouvoir passer parce que voilà, la photo était décollée ou autre. Voilà, ils étaient sortis de leur pays. Donc, troisième cas, et simplement pour clarifier, je vous laisse tranquille ensuite. Le fait que Microsoft est une société américaine, vous parliez de grandes entités qui ont une succursale aux États-Unis, mais une PME qui donnerait ces données dans le cloud de Microsoft, qui seront donc stockées sur vos centres informatiques ici, serait néanmoins tributaire de la législation américaine dans ce cas du Patriot Act, puisque vous êtes une société américaine. Est-ce que c'est correct ou est-ce que je me trompe ? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci. Et je le redis bien volontiers. Ça n'est pas, contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs, improprement, pour refaire du droit, de l'extraterritorialité du texte. Il n'est pas extraterritorial du tout. C'est juste qu'il y a la poursuite d'une infraction susceptible de se produire aux États-Unis. C'est ça l'enjeu du texte. Et à partir du moment où il y a un risque qu'une infraction se produise sur le territoire américain, il y a, au titre de ce texte, et encore une fois, je le redis, vous trouvez les mêmes textes en France, ce texte de 2002, sauf erreur de ma part, qui a été enrichi après sous tous les gouvernements, d'ailleurs, quelles que soient les couleurs, parce qu'il s'agit de protéger l'ordre public, la volonté d'éviter qu'il y ait un risque. Mais la symétrie, c'est que si une entreprise a une succursale aux États-Unis, pas nécessairement une succursale, d'ailleurs qu'elle opère économiquement aux États-Unis, alors même qu'elle serait française, espagnole ou je ne sais quoi, pour la même raison qui est celle de la protection du territoire américain, comme il y a celle de la protection du territoire français, eh bien effectivement, dans ce cas-là, le texte s'appliquerait de la même manière. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas l'extraterritorialité du Patriot Act, c'est impropre juridiquement. C'est juste, encore une fois, un texte qui a vocation, à l'instar de textes qui existent dans les autres États, on va dire les grandes démocraties, eh bien de protéger le territoire, ou américain, ou français, ou autre, d'un risque d'offensive ou d'acte de terrorisme. C'est ça l'objet de ce texte. Je ne crois pas qu'il faille lui donner une teneur autre, mais j'allais dire que cette teneur-là en soit déjà à quelque sens. Et juste pour finir à cet égard, je crois qu'il faut, de façon extrêmement rationnelle, considérer que ce dont il s'agit, ça n'est pas tous les matins du monde une demande d'accès aux données. C'est à chaque fois, lorsqu'il y en a une, et elles ne sont pas si nombreuses que cela, d'essayer de poursuivre une investigation afin de prévenir un acte à vocation terroriste. Donc il faut ramener le texte dans son épure et son objet particulier pour lui donner sa réalité et juridique et factuelle. Je vous remercie. Bonjour, on parle beaucoup de la sécurité vis-à-vis des États ou vis-à-vis de l'opérateur, Microsoft en l'espèce. Qu'en est-il finalement de la sécurité, qu'elle soit physique ou même informatique, par rapport à d'autres tiers qui voudraient accéder à ces données? Donc quelles sont les mesures de protection que vous mettez en place, que ce soit physique au niveau des data centers ou même informatique? Alors, on revient sur le sujet ISO 27001 dont je parlais tout à l'heure. En fait, dans la réalité, on a deux niveaux de certification qui sont l'une
ou l'un plus exactement, au niveau du data center lui-même. Donc en fait, Microsoft a une entité particulière qui s'appelle GFS, Global Foundation Services, qui en fait opère la totalité des data centers de Microsoft, qu'ils soient d'ailleurs dans le cloud ou pas, puisqu'en fait nos propres data centers, on va dire Microsoft en tant qu'entreprise comme les autres, sont opérés également par cette entité. Et donc en fait cette entité a fait certifier au niveau ISO 27001 l'ensemble de ces data centers. Et la norme ISO 27001 est extrêmement stricte pour tout ce qui concerne l'accès au data center, les protections physiques, pour lesquelles il y a effectivement des moyens extrêmement sérieux qui ont été mis en place, avec à la fois des contrôles d'identité qui sont réalisés en utilisant des moyens biométriques. Le fait que la totalité des data centers soit strictement contrôlée en termes de pénétration de personnel. Donc en fait, la liste de personnes qui sont habilitées à rentrer physiquement dans les data centers est une liste extrêmement restreinte qui est vérifiée en permanence et en temps réel. L'ensemble de nos data centers sont surveillés par des moyens de surveillance vidéo permanents, et il y a même des dispositifs d'alarme qui font que si une personne reste entre guillemets trop longtemps dans une salle du data center, elle est, on va dire, très rapidement neutralisée, si j'ose dire, parce que globalement on considère que c'est pas normal qu'elle y reste. De toute façon, la philosophie qui est derrière nos data centers les plus modernes, c'est que l'humain n'y rentre plus. Donc on est dans une logique dans laquelle nos data centers sont constitués de containers. Donc pour rentrer un tout petit peu dans les détails, ces containers sont des containers comme ceux qu'on trouve sur les camions, et donc que l'on va rouler et gruter à l'intérieur du data center pour constituer une des briques du data center, sachant que dans un container, on va trouver, on va dire, aux alentours de 2000 à 4500 serveurs, qui sont des containers qui sont organisés et opérés pour être suffisamment standards pour pouvoir être interconnectés les uns avec les autres. Donc on va être capable de leur donner un moyen d'alimentation électrique, un moyen de refroidissement, le cas échéant, et un moyen de fourniture de réseau. Et on va interconnecter entre eux, un peu comme un Lego, chacun de ces containers. Et donc, on a aujourd'hui suffisamment de redondance au niveau logiciel pour faire en sorte qu'on admette qu'à l'intérieur d'un container, il puisse y avoir un certain nombre de composants qui sont en panne, et on ne changera le container en tant que tel que si et seulement si il y a suffisamment de composants qui sont en panne. Ça veut dire en gros que l'humain n'étant plus habilité à rentrer dans les containers, sauf cas d'incendie, enfin on va dire cas vraiment très grave, l'unité de remplacement, c'est le container. Ça n'est pas le disque dur, ça n'est pas le CPU, ça n'est pas la mémoire, tout ça, ça n'existe plus du tout. Donc en fait, dans nos data centers les plus modernes, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Donc fondamentalement, l'humain ne rentre plus. Et quand il rentre pour des opérations particulières, son niveau de contrôle en termes de sécurité est extrêmement élevé. Donc en fait, on a deux niveaux de certification. J'ai simplifié volontairement le discours pour ne pas trop complexifier, mais si vous rendez sur soit le Trust Center dont parlait Marc, qui en l'occurrence renferme sur l'ensemble de nos services cloud toutes les informations qui permettent en toute transparence de vous donner accès notamment à tous les certificats qui nous ont été délivrés, vous verrez qu'en fait, il y a deux certificats, par exemple, pour Office 365, un qui va concerner le service lui-même et l'autre qui concerne le data center, ou les data centers, puisqu'en l'occurrence, il y a une certification par data center, qui en fait sont publics et qui sont accessibles de manière tout à fait publique. Donc, la sécurité physique, elle est très très bien assurée. Quant à la sécurité logique, ce sont tous les points de contrôle de la norme ISO 27001. Donc là, il faudrait vraiment rentrer dans les détails. Et puis je m'aperçois qu'il est 54, donc on ne va pas avoir le temps. Mais si vous êtes intéressé par tous ces points de contrôle, il n'y a aucun problème pour que vous puissiez en avoir connaissance, à la fois parce que la norme en question elle est publique, mais également parce que, d'une manière générale, des rapports simplifiés d'audit sont également disponibles. Est-ce qu'on a d'autres questions? Là-bas. Oui. Une question sur la redondance des data centers, parce que vous en avez deux en Europe, et j'imagine pour un client en Europe, si jamais un des deux ne fonctionne plus du tout, parce que par exemple Amsterdam, c'est quand même, je pense, 1 mètre sous niveau de mer,
par exemple. Est-ce que vous serez dans la capacité d'assurer quand même le service? Oui, c'est fait pour ça. Donc, en l'occurrence, dans la réalité, il y a un peu plus de data centers, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que publiquement, on dit qu'il y en a 2 pour simplifier. Mais dans la réalité, oui, l'objectif des data centers, c'est qu'ils sont dans une position de redondance. Donc, en fait, quand il y a un problème à Dublin, on est capable de basculer sur Amsterdam. Quand il y a un problème sur Amsterdam, on est capable de basculer sur Dublin, en sachant que, et c'est d'ailleurs documenté aussi dans le Trust Center, ce qu'on appelle le data center primaire, celui sur lequel se fait la production opérationnelle d'un service. Typiquement, si ma mémoire est bonne, sur Exchange, c'est à Dublin et le data center de backup est à Amsterdam. Sur SharePoint, c'est le contraire. Et donc, en fait, on est capable de cette façon d'assurer le niveau de redondance, bien évidemment. Enfin, la question ne se pose pas. On ne peut pas se permettre d'avoir 100 000 serveurs et plus et d'avoir absolument rien du tout si pour une raison ou pour une autre, il y a le feu ou qu'il n'y a plus d'électricité ou que sais-je. C'est juste pas imaginable. Une autre question? Alors, s'il n'y en a pas, moi, il y avait un concept qui m'intéressait là dans ce que tu as dit tout à l'heure, Marc, concernant la monétisation des données personnelles. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus notre position par rapport à ça? Ah ouais, il y avait peut-être une question. Non, je vais le faire en 4 minutes. Non, parce que en 4 minutes, oui, parce qu'il reste 56, donc peu de temps. c'est un concept, c'est assez simple en réalité. C'est de savoir quel est le modèle économique du prestataire de cloud auquel vous recourez. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a différents modèles, effectivement 2 grands modèles. Un qui est né plutôt dans le monde de l'entreprise, même s'il est très présent dans le monde du grand public. Et c'est le modèle que Bernard décrivait avec quelque chose d'important en parlant d'infrastructure, c'est que lorsqu'on est un prestataire de cloud qui fait du grand public, mais qui fait aussi de l'entreprise, dans notre modèle, on ne mélange pas les données des deux. Autrement dit, je ne vais pas essayer de compiler les données pour monétiser et maximiser cette puissance d'information que j'ai pour faire, pour dire les choses très simplement, du targeting publicitaire. Il y a d'autres modèles économiques dont la logique même est d'offrir des prestations apparemment moins onéreuses facialement, mais qui en réalité est fondée sur l'exploitation des données qui sont confiées, y compris dans le monde de l'entreprise, pour faire le targeting publicitaire. Et ça, c'est un élément tout à fait essentiel, ce qui me fait dire que s'il y a une garantie à avoir à l'esprit, souvent on parle de souveraineté, on a vu beaucoup le thème du cloud souverain. Moi, c'est une des formations à la fois, c'est plutôt celle de ma formation de juriste, c'est que la vraie souveraineté, elle ne se constitue pas trop dans les frontières. D'abord parce que, comme on parle de nuages, on a appris il y a quelques années que les nuages ne connaissaient pas les frontières et qu'ils ne s'y arrêtaient pas, et qu'il y avait quelque chose, c'est presque un oxymore, le cloud souverain, le nuage souverain. Moi, ce que je pense, c'est que la véritable souveraineté, elle est dans le niveau de garantie que vous apportez à chacun sur les données qui sont les siennes, et sur le niveau de contrôle qu'il a sur ses propres données, ce fameux empowerment qui est tout à fait essentiel. Donc ça veut dire des choses qu'on connaît très bien depuis très longtemps dans le droit des données personnelles et qu'on retrouvera sans doute dans le règlement européen. La transparence, la finalité, la capacité d'accéder à mes données, de rectifier, d'avoir cette réversibilité et que l'on ne fasse pas avec des données qui sont les miennes, des choses auxquelles je n'ai pas consenti. Ça, c'est pas de la frontière physique, c'est pas de la souveraineté étatique, mais c'est la plus importante puisque c'est la souveraineté de chacun sur ses propres données, sur son identité et sur ce qui est lui le plus important.